Chers frères, chers concitoyens du monde, bonjour. Lors de la dernière émission, je vous entretenais de l'importance de deux grandes civilisations qui ont caractérisé la vie des Africains assimilés. Je vous parlais de l'Égypte antique, mais également de l'Empire du monde. Deux civilisations dont les acquis, très nombreux pour les Africains associés, ont été annihilés par cette entreprise diabolique, effectivement, et stupide de l'esclavage. Nous allons aujourd'hui évoquer une histoire douloureuse pour les Africains assimilés, une histoire diabolique, folle, inhumaine, bête et cruelle. Je ne trouverai jamais assez les qualificatifs appropriés pour décrire une entreprise aussi sotte et bestiale. On considère généralement que le début de la traite occidentale date de 1441. Quand les navigateurs portugais enlevèrent des Africains noirs pour en faire des esclaves dans leur pays. L'arrivée des Français et des Anglais daterait de 1674 sur les côtes d'Afrique, jusque-là chasse gardée effectivement des Hollandais. Le commerce triangulaire, aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale, est une traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Égypte, l'Afrique, mais également l'Amérique, pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde. Je vous parle du continent américain, mais également pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies. Je vous parlais donc du sucre, du café, du cacao, du coton, du tabac, sans oublier de l'or, mais également pour fournir à l'Afrique des produits européens, mais également américains. La production de captifs était une affaire aussi quasi exclusive des Africains. Soutiennent certains historiens perdus, comme l'écrivain et journaliste américain Daniel Pratt Mannix, qui né en 1911 et parti en 1997. Il estimait que seuls 2% des captifs de la traite négrière, 2% des captifs de la traite atlantique furent enlevés par des colonies des Occidentaux. Le reste vendu à par les Africains eux-mêmes. Quelle incongruité, quelle faute morale, quelle erreur également d'appréciation. Est-il un seul instant moralement admissible de mettre sur le même pied d'égalité des gens soucieux de redresser leur économie et leur vie sociale et qui, galvaudant tout principe élémentaire de droits de l'homme et de dignité, ont eu à sacrifier une grande civilisation, l'Empire du Monde, mais également d'autres civilisations que les Africains et assimilés ont eu à mettre sur place. Est-il possible donc de mettre sur le même pied d'égalité ces gens qui sont venus d'ailleurs pour une entreprise diabolique et ce qu'ils ont trouvé sur place? Moi, en ce qui me concerne, je ne mettrai jamais sur un même pied d'égalité le corrupteur et le corrompu. Si ces esclavagistes étaient restés chez eux, il n'y aurait jamais eu d'esclavage. L'esclavage était une entreprise cruelle parce que dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Ils étaient enchaînés 2 à 2 par les chevilles et ceux qui résistaient étaient entravés au poignet. Oui, il y a eu de la résistance parce qu'en 1532, 109 esclaves se rendirent maîtres du Misericordia, un navire portugais, et de l'esclavage, de l'équipage, il ne restait que trois rescapés.
et ceux-ci réussirent à l'époque à s'enfuir et on n'entend plus jamais parler de ces navires-là. En 1650, un navire espagnol sombra au large du cap de San Francisco. Les Espagnols suivants furent tués par les captifs africains. En 1742, les prisonniers de la galère Marie se soulevèrent également et seul le capitaine et son second en échappèrent. L'historien Joseph Inikori estime que la traite atlantique et les diverses calamités naturelles auraient fait plus de 112 millions de victimes parmi les esclaves. Et les conséquences de l'esclavage furent dramatiques pour les Africains assimilés. Je voudrais en citer quelques-unes, mes chers concitoyens du monde. L'Afrique a été séparée d'une partie importante de ses vaillants fils. L'esclavage a dépouillé l'Afrique de son trésor le plus important. L'esclavage a également cassé les acquis indéniables d'une civilisation rayonnante comme celle de l'Empire du Mandé. L'esclavage a été également un choc psychologique et moral pour les Africains assimilés. Des millions d'Africains séparés à jamais de leur terroir, mais également de leurs proches. Ce fut une entreprise de destruction économique et sociale. Passons maintenant à notre rubrique affirmation erronée à l'encontre des Africains assimilés. Alors, au cours d'un voyage au Nicaragua, le journaliste Pierre-François Lardet, alors, il découvre dans un village au cœur de la forêt nicaraguayenne, bien entendu, une délicieuse boisson faite de farine de banane, de cacao, mais également de céréales pillées et de sucre. Arrivé en France, il n'a trouvé rien d'autre à faire que de baptiser sa marque Yabon Banania et de l'incarner par l'image d'un nègre, comme il l'appelait, Hilar, un tirailleur sénégalais, coiffé de sa sessia rouge et assimilé en enfant, au mieux en idiot, mais au pire, qui avait été utilisé sur les affiches pour vanter le goût agréable de cette poudre de cacao et de banane. Ils ont toujours eu des dérisions à notre égard, ces esclavagistes, mais également ces personnes qualifiées de racistes. Passons maintenant à la rubrique que nous avons créée pour exposer les comportements à travailler, mais également à éviter. Les Occidentaux ne semblent pas disposés à restituer, comme vous le savez, la totalité des œuvres d'art spoliées à l'Afrique durant la colonisation. Et la réponse qu'ils nous servent, c'est que vous n'avez pas assez de musées. Vous n'avez pas assez de musées pour les recueillir. Ou bien, notre législation ne permet pas la restitution de ces œuvres d'art. Quelle absence de respect. Quelle absence de respect. Le deuxième élément que je voudrais également donner, c'est que les Africains assimilés devraient également travailler d'autres comportements. Ils n'ont pas confiance dans leur pays. Plus de 148 milliards de dollars quittent illégalement l'Afrique chaque année pour les paradis fiscaux occidentaux, dans des histoires de détournement et également de corruption. Ça, c'est un comportement que nous devons travailler. Passons maintenant à notre rubrique Success Stories des Africains et assimilés. Savez-vous qu'en matière d'invention, la gâchette de fusil, le détonateur, qui est utilisé même dans ce monde moderne, a été inventé
par une personne d'origine africaine, M. Edward Lewis, le 3 mai 1897. Ça, c'est la première success story que je voudrais rappeler. La deuxième success story que je veux rappeler, c'est un personnage historique qui a révolutionné les mentalités au Sénégal et que le monde commence à connaître de plus en plus. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un chef religieux, un résistant colonial, qui est né vers 1853 et qui a été rappelé à Dieu en 1927. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que ce personnage n'a jamais accepté l'aide extérieure. Il a bâti son organisation sur la base de l'autonomie. Il a inculqué à ses disciples des valeurs d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure, mais également de mystique du travail. Il a eu à aider le pays colonisateur en 1927 en lui gratifiant plus de 500 000 francs CFA de l'époque dans le cadre du programme de relèvement du franc, sans compter de nombreux dons qu'il a eu effectivement à prodiguer aux colonisateurs qui souvent étaient dans des difficultés matérielles. Son organisation sociale, dénommée le mouridisme, appuie d'ailleurs financièrement aujourd'hui l'État du Sénégal et finance cette organisation elle-même ses propres projets. Il a refusé de porter la croix de la Légion d'honneur que le colonisateur français a voulu lui décerner pour quelque part avouer qu'il a toujours été injuste à l'égard de ce saint homme. Mais ce que je retiens de lui, c'est qu'il a toujours cru en lui-même, ce Cheikh Ahmadou Bamba. Et je pense que l'histoire devrait mieux connaître quelqu'un comme lui. Passons maintenant et enfin aux leçons du jour. Moi, la première leçon que je tire, c'est que les Africains assimilés devraient croire en eux, à l'instar de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été un Africain courageux, qui a toujours cru en lui. Je crois deuxièmement, profondément, que les pays anciennement esclavagistes doivent aller au-delà de la simple reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ils doivent demander la réparation du tort qui leur a été fait. Donc, ces pays anciennement esclavagistes, à mon avis, doivent aller au-delà de la simple reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais ils doivent procéder plutôt à la réparation du tort qu'ils ont eu à faire effectivement à ces pays anciennement colonisés. Ils doivent procéder à la réparation. Ce ne sera pas une première dans l'humanité, parce que l'Allemagne de l'Ouest versa des réparations à Israël et au Congrès juif mondial pour les biens juifs confisqués en vertu des lois de Nuremberg. Ça, il faudrait qu'on le sache. Et après la Première Guerre mondiale également, après la Première Guerre mondiale, qu'elle avait déclenchée et perdue, l'Allemagne fut contrainte par le traité de payer des indemnités de guerre massives. Celle-ci devait s'élever à l'époque à 132 milliards de marks or, figurez-vous. Et après la Seconde Guerre mondiale, selon la conférence de Potsdam qui avait été tenue du 7 juillet au 2 août 1945, l'Allemagne dut payer aux Alliés 20 milliards de Reichsmark, soit environ 315 millions d'US dollars. Donc, ce n'est pas une première. Donc, ça, il y a eu des erreurs par le passé. Troisième leçon que je voudrais en tirer, c'est qu'il faudra promouvoir des lobbies financiers et politiques. Oui, des lobbies financiers et politiques.
Il faudrait également mettre en place un comité scientifique historique sous l'égide de l'Union africaine et des lobbies de la diaspora pour réécrire l'histoire des Africains et assimilés. La cinquième leçon que j'en tire, c'est que l'Afrique doit faire attention aux symboles. Oui, dans notre réaction de tous les jours, nous pouvons pardonner. Si le pardon ne réussit pas, nous devons riposter. Et nous devons aller vers la réciprocité. La réciprocité. Et enfin, nous devons tout faire pour attacher une valeur importante aux symboles, parce que c'est très important dans ce monde moderne. On a vu aujourd'hui des pays occidentaux dire qu'ils vont simplement déclencher la réciprocité par rapport à l'Amérique de Donald Trump, ce qui est une très bonne chose pour eux parce que c'est une question d'image et de respect. Donc ça, je crois qu'on doit faire attention aux symboles. Ensuite, l'autre leçon, c'est qu'on ne doit jamais répondre aux provocations des déclarations racistes. Comme c'est le cas aujourd'hui avec l'affaire qui défraie la chronique, avec le média français Valeurs Actuelles, qui vient de nous servir avec le député franco-gabonais, Madame Bonono, qui a été caricaturé comme un esclave dans leur journal. Et ce qu'ils viennent de nous servir comme article est lamentable. Il ne faut jamais répondre à des provocations. J'ai toujours dit que le racisme, c'était l'expression de l'infantilité, du caractère puéril de ceux qui le font, de l'irresponsabilité et de la stupidité. Il ne faut pas les suivre sur ce chemin-là. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Il faut prendre le dessus et passer aux choses sérieuses. Enfin, œuvrons pour un monde solidaire, plus juste, débarrassé des sentiments de condescendance. Et je voudrais également rappeler notre devise de tous les jours, à savoir la sagesse dans effectivement la force. Je voudrais vous remercier infiniment et vous donner rendez-vous à très bientôt. Au revoir.